Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 335 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour les playoffs. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet. Tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet. Les matchs aussi, n'hésitez pas à vous y inscrire avec un compte crédité. Vous pouvez regarder les rencontres en direct et en streaming. C'est parti pour les playoffs, on le disait. Donc la preview de chaque match du premier tour, c'est dans cette émission, mais aussi la preview des playoffs en général, puisque nous allons parler bracket. On va dire tableau d'ailleurs, on peut dire tableau en français. Francisons. On va chacun... Voilà, francisons, on va chacun faire notre petit tableau des playoffs et voir qui va aller au bout selon nous. Faudra qu'on voit d'ailleurs si ça compte pour les pronostics, tu vois, comme pour départager en cas d'égalité ou un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça pourrait servir. J'aime quand on révise des règles en cours de route. Oui, et les meilleures cotes donc de notre partenaire Unibet, ce sera en fin d'émission. C'est parti pour un nouveau podcast. Les playoffs NFL édition 2019-2020, ça commence ce samedi à 22h35. Ce sera avec l'affiche Houston Texans, Buffalo Bills. Je ne vous donne plus le bilan des équipes parce que oui, tout ça est mis à la poubelle. Une nouvelle saison commence. J'aime commencer par les clichés. Grégory alors il faut préciser que, en tout cas, ce qui est significatif, c'est que la première équipe que je cite à chaque fois évolue à domicile. Donc ce match se jouera à Houston. Les Bills ont la meilleure défense assez nettement. Est-ce qu'ils ont assez d'attaques pour s'en sortir ? Ça va être forcément la principale question parce que ce match, c'est la première rencontre en play-off de Josh Allen qui, on l'a vu, depuis son arrivée dans la ligue, donc a quand même sensiblement progressé sous la coupe de son coordinateur offensif Ryan Daboll, avec un jeu offensif principalement axé sur la course, mais où le quarterback, en tout cas, avait tendance à limiter les erreurs cette saison et où même Buffalo avait quand même... une carrure assez solide, on dira, offensivement au cours du mois de décembre, parce qu'on a souvent mis en avant le calendrier, etc., etc. Mais si on regarde les prestations contre Dallas, les prestations contre New England, alors dans un degré moindre Baltimore, parce qu'il n'y a pas eu un nombre de points extrêmement significatif, mais en tout cas, on a une équipe qui a été déjà un peu plus fringante dans l'optique justement du mois de janvier. Et offensivement, c'est vrai que face à Buffalo, il n'y a pas un foudre de guerre qui se présente non plus, avec les forces ou les faiblesses qu'on évoquera, mais très clairement, Josh Allen, s'il joue de la manière dont il a joué pendant la saison régulière, à savoir en limitant au maximum les erreurs et en pouvant compter également sur certaines cibles extrêmement explosives, je pense notamment à John Brown qui va être assez dangereux sur la menace profonde, une ligne offensive qui est bien meilleure que ce qu'on a pu voir la saison passée, ça peut quand même avoir de la gueule ou en tout cas être suffisant, on dira, parce que c'est pas une équipe qui marquait 30 points par match cette saison, ça peut être suffisant pour au moins permettre à Buffalo de passer au moins un tour en play-off. Je vais me permettre d'être un peu moins positif que toi, parce que je te trouve bien optimiste. Tu parlais de 30 points, en effet, ils les ont atteints 2 fois cette année, et c'était à chaque fois contre Miami. Et Josh Allen, ils ont joué 5 fois contre des équipes de play-off. Contre ces 5 équipes qualifiées pour les playoffs, contre ces équipes, Josh Allen, c'est 51,6% de passes complétées et 72 d'évaluation. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas atteint le plateau des 20 points depuis les Cowboys en semaine 13. Je suis pas aussi chaud que toi. Il a aussi beaucoup de mal contre le blitz. Ah oui. Alors Houston n'est pas l'équipe la plus dure, même s'ils sont 10e pardon, sur le pourcentage de blitz sur les actions défensives, mais je trouve que c'est quand même assez rédhibitoire et assez compliqué d'aborder les playoffs avec un quarterback qui a autant de mal contre les équipes de playoffs, autant de mal contre les équipes qui blitzent, à un moment où ça va se resserrer encore plus qu'en saison régulière. Et en saison régulière, il a quand même vraiment il a montré des progrès, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais 20 touchdowns, 9 interceptions, 14 fumbles, donc 4 perdus, ça reste très limité. John Brown, j'aime bien aussi, mais il est assez seul au niveau des cibles, donc il y a des progrès pour Buffalo, mais pour le coup, moi je les trouve encore extrêmement courts, et j'ai du mal à les voir marquer plus de 20 points dans ce match-là, en l'occurrence. Ah mais moi c'est ce que je te disais également, c'est pas, enfin, dans le sens où de toute façon si je les vois passer, voilà, je vais me répéter, mais oui, ce sera pas en marquant énormément de points. Après, ce sera forcément Josh Allen était pas ce qu'il y avait de plus rassurant en effet en saison régulière, et encore une fois il limitait les erreurs.
c'est pas maintenant pendant la campagne de playoff que je vais te dire qu'ils vont forcément marcher sur cette défense de Buffalo. Après, forcément, Josh Allen a toujours été un point d'interrogation cette année et il le sera encore pour son premier match de playoff. Ou si la ligne offensive est pas suffisamment performante, ou si le jeu au sol est pas capable de le décharger suffisamment avec notamment ce duo Frank Gore, Devin Singletary, et s'il a des cibles qui sont relativement bien muselées par ce backfield offensif de Houston, ça peut très rapidement en effet devenir rédhibitoire pour Buffalo. Après, on a vu que depuis le début de la saison, c'était relativement bien coaché. C'est aussi ce qui me rassure un petit peu. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans les matchs que je cite, j'englobais plus l'attaque et la défense, mais c'est vrai que d'un point de vue offensif, en effet, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier semaine après semaine. Après, très clairement, je le répète là aussi, c'est vrai que cette défense des Texans est peut-être pas aussi intimidante que peuvent l'être d'autres défenses NFL. C'est peut-être ce qui peut jouer, ce qui peut laisser en tout cas un tant soit peu d'espoir à Buffalo dans les circonstances actuelles. On rappelle quand même qu'il y a le retour de JJ Watt. Alors, on prend les avantages psychologiques là où on peut les prendre, mais a priori, ça galvanise un petit peu quand même Houston à ce niveau-là, même si je suis d'accord avec toi, ils sont loin d'être au niveau de la défense de Buffalo. En parlant de cette défense d'ailleurs, les Texans donc marquent plus, mais ils vont avoir une défense bien meilleure face à eux. Et après, on l'a vu et on l'a beaucoup dit dans le podcast cette année, c'est ni régulier ni créatif. Du côté de Houston, c'est en effet moins bien coaché à mon sens, tu parlais du coaching. Est-ce qu'il y a un scénario où Houston s'écrase complètement contre un mur? Je te dis un chiffre au hasard, je sais pas, ils marquent 10, 13 points et ils perdent. Ah oui, bah bien entendu. Moi, alors, très sincèrement, c'est vrai que tu l'as dit, c'est très compliqué d'analyser cette équipe de Houston parce qu'en effet, semaine après semaine, on peut avoir un visage totalement différent. Moi, ce qui m'inquiète fondamentalement pour Houston, sur ce match-là, c'est un match où Deshaun Watson qui commence à gagner également en expérience au fur et à mesure. Le duo Watson-Hopkins, on sait ce qu'il vaut. Carlos Hyde n'a pas été extrêmement régulier cette saison, mais on a vu qu'il y a des matchs où il est capable de sortir des prestations à 100-150 yards, hein, ça reste un bon running back relativement jeune. La ligne offensive a pas montré que des mauvaises choses cette saison, notamment dans la deuxième partie de saison. Après, très clairement, du côté de Houston, c'est un match, en termes d'adversaire, ça me fait un peu penser à Denver, justement. Alors d'un point de vue quarterback, c'est peut-être un poil différent, mais en tout cas un gros jeu au sol d'un point de vue offensif, une défense qui est quand même assez solide, assez bien coachée, et on avait vu que le match contre Denver, même si c'est un match où très clairement Houston paraissait pas préparé et a été vraiment avalé de bout en bout, c'est un match justement où les Texans n'ont pas existé, et ça peut justement donner des idées à Buffalo, qui peut miser sur les mêmes forces pour vraiment semer le doute dans cette équipe des Texans qui l'année dernière, et ça je te le disais en off, partait déjà favori à domicile contre Indianapolis. Alors une équipe d'Indianapolis en pleine bourre et encore une fois à l'époque bien coachée, mais qui paraissait quand même un peu courte face à une équipe de Houston qui avait quand même été solide tout au long de la saison. Et pourtant sur ce match-là, Houston n'avait quasiment jamais existé. Donc je te rejoins, le retour de JJ Watt va faire du bien. Mais il va falloir que Bill O'Brien et son coaching staff, même si du côté de Romeo Crennel je suis pas spécialement inquiet, mais il va falloir que notamment d'un point de vue offensif, Bill O'Brien et son staff ne se liquéfient pas face à cette grosse défense de Buffalo. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même un truc clé. Il y a deux choses clés, mais c'est clairement les receveurs de Houston, au sens où DeAndre Hopkins à 104 réceptions, c'est le leader en AFC, mais il se retrouve face à Tre'Davious White, qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Et si en plus Will Fuller, qui revient de blessure / est incertain, ce que j'ai l'impression de dire très régulièrement, est pas là pour ouvrir d'espace, parce que j'ai vraiment l'impression que Fuller était une sorte de pas de baromètre de l'attaque, mais quand Fuller marche, l'attaque marche très bien. Oui, c'est sûr. Du côté de Houston. Donc s'il n'est pas là pour ouvrir des espaces et qu'en plus Tre'Davious White s'occupe bien de DeAndre Hopkins, avec les choix offensifs de Bill O'Brien en plus, ça peut en effet très vite se compliquer. C'est ça. Alors après, ce qui m'amène à m'inquiéter un peu plus pour la défense de Buffalo, c'est que, sauf erreur de ma part, Jerry Hughes s'est pas trop entraîné cette semaine. Il me semble que Levi Wallace, un de leurs cornerback titulaires, traîne un petit peu la patte également cette semaine. Donc ça fait quand même un starter sûr et un potentiel starter en tout cas sur le poste de cornerback qui peut faire défaut.
quand on sait que le point fort quand même de cette attaque de Houston, c'est aussi le jeu aérien. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Après, je te rejoins, c'est sûr que d'un point de vue match-up, même Darren Fells, par exemple, qui a été assez précieux cette saison sur le poste de tight end, il va quand même avoir un poste de safety ou en tout cas même des linebackers qui sont parfaitement capables de couvrir. Donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Et puis forcément, cette ligne offensive de Houston, est-ce qu'elle va réussir à tenir face à une des lignes défensives les plus féroces, qui avait vraiment mis au supplice la O-line de Dallas lors de Thanksgiving? C'est pas dit non plus. Donc c'est vrai que si on regarde l'attaque de Houston contre la défense de Buffalo, l'avantage paraît pas flagrant pour les Texans en l'occurrence. Bill O'Brien, 5 saisons positives en 6 ans. Les seuls à l'avoir fait parmi les coachs actifs, c'est Andy Reid, Mike Tomlin, John Harbaugh. Il a 4 titres de division aussi, Bill O'Brien. On se trompe sur lui ou vraiment il survit d'une manière assez étrange en décrochant des titres dans une division qui est peut-être un peu faiblarde? Parce qu'on est d'accord que le meilleur coaching, il est côté Buffalo dans ce match. Pour moi, en tout cas, oui. Après, encore une fois, c'est pas dire que Bill O'Brien est pas bon, mais est-ce que ça fait pas partie de ces coachs un peu... Enfin, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas un coach qu'on peut mettre à l'échelle Marvin Lewis, qui sont pas fondamentalement des mauvais coachs, mais qui ont du mal à faire franchir vraiment un palier significatif à leur formation. Alors, je sais pas sur ces 4 saisons positives, combien de matchs en playoff ils gagnent. Mais j'ai pas regardé pour le coup. Ce qui est assez symptomatique, c'est qu'ils jouent pas systématiquement les playoffs à domicile, en l'occurrence. Enfin, quand ils gagnent les titres de division, si. Mais faut voir les défaites qu'ils ont quand même. Je parlais du match à Indianapolis. Est-ce que c'est sous Bill O'Brien qui prennent le bouillon contre Kansas City il y a quelques années? Je me rappelle plus. Mais je sais plus si c'était Kubiak encore à l'époque ou pas. Mais c'est une bonne comparaison, hein, Marvin Lewis. C'est vrai que sur ce côté en plus capable du meilleur comme du pire, il y a de ça. Oui, et puis il y a ce côté un peu toujours, je suis plus l'élève de Belichick, maintenant je vais vous montrer comment ça se passe, et puis on a tendance à un peu trop en faire, mais bon, je sais pas, moi j'étais un peu dans la caricature l'année dernière en voulant absolument dire qu'il était bidon. Il est pas bidon, il y a beaucoup d'autres coachs NFL qui sont moins bons que lui. Après, c'est sûr que pour l'instant, on attend encore cette référence vraiment dans des matchs importants, et pour l'instant, on a du mal à l'avoir de sa part. C'est presque ce qui les rend compliqués à virer, ce type de coach-là, parce que tu as peur de tomber sur beaucoup moins bien, ce qui est possible. C'est ça. Mais du coup, tu pourrais quand même faire mieux. Le pronostic sur ce match. 10 victoires, 6 défaites pour les deux équipes, je le rappelle. Alors, je précise, il va y avoir un pronostic calculateur, parce que je joue encore l'assurance et... Tu es premier, on rappellera les scores des pronos tout à l'heure. Ouais, voilà. J'y vais avec Houston, mais je veux dire avec une marge qui est vraiment infime. Moi, je vais dire Houston aussi, parce que je ne crois pas en cette attaque de Buffalo pendant les playoffs. Le deuxième match, toujours dimanche, 100% conférence AFC dimanche, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, donc ce sera dimanche à 2h15 du matin, mais officiellement dans la nuit de samedi à dimanche. New England Patriots, Tennessee Titans. Ça se joue à New England puisque les Patriots ont remporté leur division, ils ont aussi un bilan de 12 victoires, les Titans en ont gagné 9. Est-ce que les Patriots, champions en titre, sont favoris de ce match, Grégory? Oui, je pense quand même. Je pense quand même parce que en face, en effet, Tennessee est vraiment sur une bonne vague. C'est difficile de dire le contraire vu la transformation de la franchise, notamment après la nomination de Ryan Tannehill en tant que quarterback. Après, favori, ça garantit rien. On rappelle que, ils sont autant favoris, je trouve, que Kansas City, par exemple, pouvait l'être il y a 2 saisons quand ils ont reçu les Titans à l'Arrowhead Stadium. C'est-à-dire que, voilà, ils sont beaucoup mieux armés quand même. Alors, forcément, on dira que l'attaque est moins bien lotie, mais ils ont une telle défense capable de faire déjouer, et notamment je trouve une défense au sol capable de maîtriser le principal facteur de cette attaque des Titans, on l'a vu notamment le week-end dernier du côté de Houston, en l'occurrence Derrick Henry, que du coup je trouve quand même difficile de partir du principe que Tennessee a plus de chances de sortir de Foxborough en vainqueur. Alors tu vois, c'était ma première question. Derrick Henry a 1540 yards, le coureur le plus productif de la saison. Sur les 6 derniers matchs, il a 149 yards par match, 10 touchdowns au total sur les 6 derniers matchs. Tu penses que la défense de New England peut l'arrêter? Elle peut le freiner. Ça dépend ce que tu appelles arrêter, parce que après, tu sais, c'est un peu les standards, Ezekiel Elliott, tout ça. Tu t'essayes de fournir un créneau, une fourchette à peu près, mais on va dire limité à moins de 100 yards. Oui, je pense qu'ils en sont capables. Ouais. Ça me paraît pas méga farfelu, et je pense encore plus. Alors j'extrapole un petit peu,
Mais vu qu'on parle de la défense de New England, je pense surtout encore plus qu'ils sont capables de gêner ce jeu à la passe et notamment de bien maîtriser A.J. Brown. Oui, alors ça c'était une autre question. En effet, A.J. Brown qui sera probablement face à Stephon Gilmore, ça va se compliquer pour lui. Il a une très très belle fin de saison. J'ai plus la stat, mais il réussit 4 ou 5 matchs à plus de 210 yards sur les 6 dernières semaines. Donc il est très très fort. Juste pour rappel, la défense au sol dont on parlait, les Patriots, c'est les 6e dans la ligue au moment où la saison régulière se termine. Et après, en effet, A.J. Brown risque d'avoir une journée plus difficile. Et donc tout ça pour toi, ça fait une soirée plus difficile. On rappelle, les Titans sont à une 30aine de points de moyenne depuis que Tannehill a pris les choses en main. Les Patriots, eux, autorisent 14 points en moyenne. Donc, plus ou moins de, allez, on va dire 20 points pour les Titans. Ça paraît être le point de bascule, quoi. Je pense qu'ils peuvent atteindre 20. Mais tu vois, par exemple, monter jusqu'à 24, par exemple, ça me paraît un peu beaucoup. Mais je pense que 20, 21, ce sera le grand maximum. Parce que, et ça je t'en parlais aussi, mais c'est vrai que, alors déjà, on parlait du match-up entre A.J. Brown et Stephon Gilmore. Faut pas oublier que Gilmore sort quand même si c'était un match plus ou moins sans enjeu pour les Pats. Parce que bon, il y a l'histoire de la bye week, mais bon, on a vu au fil des années que du côté de Bill Belichick, c'était pas non plus la priorité absolue. En tout cas, il arrivait plus ou moins à endormir la nuit. Dans un match qui était plus ou moins sans enjeu, mais Stephon Gilmore a quand même eu un match assez compliqué contre Devontae Parker contre Miami. Il a pris cher, ouais. Voilà, je doute que 2 semaines de suite, on ait un mauvais match de l'un des tout meilleurs corners de la ligue, face à un rookie en plus. Donc à mon avis, ça peut être un match assez compliqué pour le receveur. Et puis c'est toujours pareil, et il y a cette question, donc saison régulière, playoff. Ryan Tannehill a marché sur l'eau en saison régulière. Est-ce qu'en playoff, où l'enjeu va être beaucoup plus important, face encore une fois à une défense et un des coachs défensifs les plus réputés, si ce n'est le plus réputé de l'histoire, est-ce qu'il va pas avoir tendance à être un petit peu perturbé, à peut-être suralimenter certaines passes, provoquer quelques interceptions, alors que pourtant Tennessee en a que 8 je crois cette année, donc un des plus petits totaux de la ligue. Je serais pas étonné non plus. Donc c'est encore une fois ces facteurs, le côté expérience et jeu à la passe, qui moi ont tendance à m'inquiéter un petit peu du côté de Nashville. On pourrait avoir un match assez fermé, de toute façon. Alors tu l'as dit, au niveau de l'expérience, il n'y a pas photo. Ryan Tannehill joue son premier match de playoff. On se demande encore s'il peut tenir ce rythme dingue ou pas, s'ils sont dans une sorte d'état de grâce où ils réfléchissent même plus à ce qu'ils font et ça passe tout seul, ou si à un moment où ils vont retomber sur terre, ils vont réaliser qu'ils sont à Foxborough, qu'ils jouent un mec qui a 6 bagues de l'autre côté, un coach qu'on a encore plus. Donc clairement, il y a des inconnus à ce niveau-là. Mais là où je pense qu'on pourrait avoir un match plutôt serré, alors serré autour de la 20aine de points. Je dis pas totalement fermé, mais les Titans sont une défense plutôt moyenne contre le sol, donc ça peut être l'occasion de renvoyer Sonny Mitchell au charbon pour New England. Et surtout, on a vu la semaine dernière qu'ils recommençaient à sortir du Rex Burkhead et des mecs comme ça. Donc je pense qu'ils vont mettre le paquet au sol. Et après chercher des ouvertures dans les airs, mais ça va pas être évident parce que Logan Ryan fait quand même une très bonne saison. Oh oui. Un peu Bayard, revanchard en plus, le garçon. En plus, il joue contre son ancienne équipe et il y a Kevin Bayard derrière. Donc Logan Ryan dans le slot sur Julian Edelman, et quand on voit le mal qu'ils ont eu quand Edelman n'est pas productif, j'ai plus peur pour le jeu aérien que le jeu au sol en fait des Patriots. Oui, alors c'est vrai qu'on voit un petit regain de forme en effet du jeu au sol depuis quelques semaines tout de même. Tu le disais, notamment avec peut-être une rotation qui est peut-être également bienvenue du côté de Foxborough. En l'occurrence, cette défense de Tennessee, j'ai du mal à l'évaluer. C'est sûr que contre la course, elle est pas aussi dominante que ce qu'on avait pu voir la saison passée. Après, il y a quand même des joueurs, je pense, qui sont là aussi capables de freiner suffisamment ce jeu à la course. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'avec une attaque aérienne qui peut être quand même un peu en difficulté, je te rejoins. C'est sûr que c'est pas un match où je vois 70 points marqués au total. Je serais pas étonné que ça se termine sur allez, je vais dire une bêtise, mais ouais, un petit 24-17 ou ce genre de score. Moi, ça m'étonnerait pas en l'occurrence. Mais voilà, du côté de New England,
il y a quand même moyen, je pense, de mettre un petit peu en difficulté au sol cette équipe de Tennessee et d'aller chercher les yards et les touchdowns qui peuvent faire du bien à l'arrivée. Et je te rejoins. C'est vrai que là encore, autant le jeu contre la passe de New England peut être efficace, le jeu contre la passe de Tennessee peut mettre un petit peu de difficulté, surtout avec toujours cette absence de tight end qui se fait quand même pas mal ressentir du côté de Foxborough. Ça, mais quand même, un point positif pour les Patriots en attaque, c'est que ils ont du mal à mettre de la pression sur les quarterbacks au niveau de Tennessee. Peut-être qu'un Jeffrey Simmons, avec l'insouciance de la jeunesse, peut sortir un gros match et perturber un peu tout ça, mais dans les faits, les Titans ont quand même du mal à mettre de la pression régulièrement sur le quarterback adverse, donc ça pourrait quand même être un facteur favorable aussi aux Patriots dans cette rencontre. Le pronostic. Vas-tu oser? Non, je vais mettre quand même New England. Alors, on l'avait dit par contre, mais c'est quand même également, tu parlais d'un point de vue coaching, mais c'est aussi les retrouvailles de Mike Vrabel avec son ancien gourou, hein, quand même, lui qui a été linebacker de New England pendant des années et des années. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le côté un petit peu essayer de surjouer. On sait qu'il y a beaucoup de coachs qui ont tendance à partir un petit peu en vrille contre Belichick. Est-ce que Mike Vrabel, qui est pas forcément non plus le génie en termes de coaching, en tout cas il insuffle pas cette idée-là depuis qu'il est arrivé dans la ligue, est-ce qu'il va peut-être pas essayer de vouloir un petit peu forcer les choses et bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, se louper un petit peu devant Belichick. J'y vais quand même avec les Patriots sur ce match-là. Je pense qu'il va manquer un tout petit peu de choses à Tennessee. Je crois que Vrabel avait marqué un touchdown offensif dans un Super Bowl pour les Patriots. C'est pas impossible. Si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'il était linebacker. Et du coup, il faut savoir comment ils vont stopper London Roberts aussi. Aussi, c'est vrai. Patriots pour toi, Patriots pour moi. On rappelle que New England a été au Super Bowl 4 fois sur les 5 dernières années, donc ce serait quand même un séisme assez incroyable de les voir perdre si tôt dans les playoffs. Encore une fois, il y a de l'expérience, il y a une équipe qui doit confirmer, donc on va rester sur l'expérience. Dimanche, 19h05, New Orleans Saints, Minnesota Vikings. 13 victoires pour les Saints, 10 pour les Vikings. Deux équipes très complètes. Mais j'ai l'impression que les Saints sont un peu un cran au-dessus de chaque côté du ballon. C'est le cas statistiquement, déjà. Un peu plus de yards en attaque, un peu moins de yards concédés en défense, un meilleur ratio de ballons perdus. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu supérieurs dans tout. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, je vais peut-être démarrer tout de suite sur un match-up que tu allais peut-être évoquer, mais c'est sûr qu'il y a un point sur lequel j'ai un peu peur pour les Vikings, c'est le jeu au sol. On sait qu'on attend le retour de Dalvin Cook un peu comme un Messi, même si en l'occurrence, il me semble que Boone n'a pas fait une mauvaise sortie contre Chicago. Boone, pardon, ouais. Mais en l'occurrence, on attend un petit peu Dalvin Cook comme le Messi avec son retour annoncé du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais en face, il y aura quand même un jeu au sol, on le dit depuis plusieurs années maintenant, sous la coupe de Dennis Allen et de Mike Nolan, qui est quand même extrêmement solide et qui a quand même largement les capacités de contenir un tant soit peu Dalvin Cook et de mettre justement cette fameuse pression qui est rarement salvatrice pour Kirk Cousins dans des matchs importants, même si on ne sera pas officiellement en prime time sur cette partie-là. Donc c'est sûr que je te rejoins, c'est assez complet et notamment sur des match-ups qui pourraient éventuellement au premier abord tourner à l'avantage de Minnesota. Oui, Dalvin Cook, tu l'as dit, est de retour d'une blessure à l'épaule. Inutile de dire que ce sera capital. Et en effet, Kirk Cousins, dans les grands matchs, ça peut vite se compliquer. Il y a un point positif, c'est qu'il prend moins de sacs que l'an dernier, 28 en 2019 contre 40 l'an dernier. Donc ce sera une épreuve pour sa ligne, mais encore une fois, il y a ça, le fait que si Dalvin Cook est stoppé, ça semble compliqué. Et puis derrière, de l'autre côté du ballon, Minnesota a une très bonne défense. Il y a des très bons pass rushers, il y a plein de choses, mais il y a tellement d'armes du côté des Saints, c'est-à-dire qu'il faut tenir Michael Thomas qui a capté 149 ballons cette année, mais en même temps, il faut avoir un œil sur Alvin Kamara. Il n'y a pas énormément de receveurs numéro 2-3 de grand standing, mais Drew Brees bosse avec. Jared Cook a fait une bonne fin de saison. Donc il y a tellement d'armes que, encore une fois, et surtout, parce qu'il faut revenir sur cette stat, les Saints n'ont perdu que 8 ballons cette saison. C'est quand même un record NFL contre 20 pour les Vikings. Et dans les matchs de playoff, c'est la première alerte cliché. Mais si tu perds que 8 ballons sur la saison, tu as forcément un avantage sur un match de playoff si tu perds pas de ballons. C'est ça. Alors pour revenir sur l'attaque de New Orleans, il y a pas mal de points positifs. Les ballons non perdus, en effet, comme tu le soulignais. C'est vrai qu'en effet, pour réussir à contenir l'ancien local de l'étape, Daniel Hunter,
Il y a quand même une ligne qui a quand même été une des plus performantes cette saison. Je crois qu'ils ont pris que 25 sacs cette année, il me semble avoir vu passer ça. Troisième meilleur bilan, on va dire, dans cette statistique de la ligue. Et puis, au niveau du jeu au sol, même si il est peut-être pas aussi explosif que ce qu'on a pu voir l'année dernière, notamment avec Mark Ingram, ça avance quand même pas mal, ce petit duo Camara-Murray. Et du côté de Minnesota, il me semble avoir vu passer le fait qu'Eric Kendricks n'était pas du tout sûr de pouvoir jouer cette rencontre. Et contre une attaque, en effet, qui est capable d'être aussi explosif au niveau du jeu au sol, y compris avec l'intégration, par exemple, d'un Taysom Hill sur des trick plays, ça peut quand même être quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que, là encore, d'un point de vue attaque de New Orleans contre défense de Minnesota, ça va pas être évident de stopper Michael Thomas, surtout quand on sait que Xavier Rhodes fait clairement pas sa meilleure saison du côté de Minneapolis. Ça peut être assez compliqué quand on sait que l'attaque de New Orleans c'est indéniablement la force de cette équipe du côté des Saints. Vas-y, excuse-moi, alors. Non, j'allais dire d'autant qu'un des points faibles de Minnesota, c'est la défense sur troisième tentative, où ils autorisent 39,7% de réussite. En 2017, pour indication, ils étaient à 25,2%, donc ils étaient très très efficaces. Là, ils sont 19e sur la défense en troisième tentative. Donc face à une défense comme ça, en plus, si tu les laisses prendre le temps sur le terrain et s'établir au fur et à mesure, ça risque d'être très très compliqué. Voilà, moi encore une fois, c'est un match où dans les faits, tu as deux bonnes équipes complète, avec moins de points faibles. Il n'y a pas ce gros point faible comme on disait par exemple pour les Bills de l'attaque où voilà, il y a une vraie différence avec la défense. C'est deux équipes qui sont quand même très complètes, mais j'ai du mal à voir encore une fois comment les Vikings peuvent être au-dessus dans un secteur, à part le jeu au sol si Dalvin Cook est chaud. Mais après le match-up de Xavier Rhodes avec Michael Thomas sera important, mais Rhodes semble avoir baissé de niveau quand même aussi, quoi. Oui, non, mais ça clairement. Après, si vraiment je devais te mettre en avant un secteur préférentiel, alors t'as quand même parlé du fait que la ligne offensive était quand même un peu meilleure cette saison du côté de Minnesota. Bon, alors il y a des clients en face, Cameron Jordan bien entendu, mais bon, ça peut déjà laisser suffisamment de temps. Et puis surtout, le jeu aérien de Minnesota. Je le dis assez souvent, c'est vrai que ce backfield des Saints me rassure pas encore totalement à 100%, mais même si en effet Marshawn Lattimore a cette capacité à créer des turnovers, même s'il y a eu l'intégration de Janoris Jenkins il y a quelques semaines de ça, maintenant il y a pas mal de cibles mine de rien du côté de Minnesota. Il y a le retour d'Adam Thielen, donc si la ligne arrive à laisser suffisamment de temps à Kirk Cousins, c'est que les Saints on va dire sur certains matchs ont tendance à laisser quelques boulevards. Ça peut en effet être un match un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait vu sur le Seattle-Minnesota par exemple en Monday Night cette saison. Ça peut être une donnée de ce type. On va dire que je m'acharne un peu sur les Vikings, mais je rappelle aussi par contre que Eric Kendricks est incertain pour ce match, et évidemment ce serait une complication défensive supplémentaire. Le pronostic J'y vais avec les Saints parce que on sait que la Nouvelle-Orléans est jamais aussi dure à jouer que quand elle est un peu revancharde, et on se rappelle qu'il y a un petit précédent Minnesota New Orleans en playoff, et que c'est ça. Du côté des Saints, c'était pas trop passé. Bah on rappelle, c'est ça que j'allais dire, moi, c'est que les playoffs pour les Saints quand même, c'est des trucs qui font très très mal ces dernières années, puisque donc il y a eu le miracle à Minneapolis pardon, il y a 2 ans avec cette victoire sur une réception de Stephon Diggs en toute fin de match par Minneapolis, et l'an dernier l'interférence défensive non sifflée aux Rams. Donc les Saints sont pas loin, je regardais tous les tableaux de la rédaction, là tout le monde m'envoie son tableau pour l'article de vendredi. Il y a beaucoup de monde qui joue les Saints. L'an dernier il y avait beaucoup de monde qui avait joué les Saints. Cette équipe elle est tout le temps là, mais elle a eu des déconvenues assez terribles ces dernières années. Ceci étant dit, avec tout ce que j'ai dit, je prends les Saints également. Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, dimanche à 22h40. Ce sera le dernier match de ce week-end de Wild Card Weekend. Question simple, qui est le moins handicapé par les blessés? Ça c'est une bonne question. Parce que là, a priori les Eagles, c'est ce que j'ai vu, mais l'infirmerie est pleine aussi quand même. Alors, à Seattle, il manque tous les coureurs. Il manque Michael Kendricks, qui est donc le linebacker qui a terminé sa saison là juste après la saison régulière sur une blessure au genou. Ouais. Quandre Dix qui revient à peine d'une douleur à la cheville et qui est encore incertain. De l'autre côté, pour Philadelphie, Brandon Brooks, fin de saison sur la ligne. Miles Sanders touché à la cheville, ne s'entraîne pas au moment où on parle. Zach Ertz touché aux côtes, a priori devrait encore manquer la rencontre. Les receveurs, il y a eu des blessures dans tous les sens. Alshon Jeffrey n'est plus là, DeSean Jackson n'est plus là. Nelson Agholor ne s'entraîne pas. T'as oublié, si je peux me permettre, Alain, du côté de Seattle, il y a toujours une grosse incertitude sur Dwayne Brown et Jadivan Clowney quand même.
Oui, bien vu. Cloné a joué, si je dis pas de bêtises, le dernier match, mais Brown Mais est il me encore semble pas incertain. qu'il soit beaucoup entraîné cette semaine. Après, voilà, c'est des matchs tellement arrangeux qu'on peut mettre les mecs dans du formol en se disant, allez, sur ce C'est ça. match-là, ils vont jouer coûte que coûte. Bon, l'hécatombe. Ces deux équipes-là ont plus morflé au niveau des blessures que les 6 qu'on a mentionnés précédemment en cumulé. Euh, Justement, j'ai envie de dire que les receveurs des Seahawks semblent quand même avoir un avantage sur les cornerbacks de Philadelphie. C'est le premier match-up moi qui me vient, non, avec Tyler Lockett et DK Metcalf C'est et Jacob Hollister. c'est ça. C'est marrant que tu dis ça parce que en effet, c'est un match-up que j'aurais clairement évoqué. C'est sûr que si on commence par l'attaque de Seattle contre la défense de Philadelphie, il y a un run-stop en effet qui est capable du côté des Eagles, pardon, de maintenir suffisamment Marshawn Lynch. Maintenant, waouh, je pense que contre Russell Wilson et les receveurs de Seattle, ça peut être assez sale à voir. On rappelle, Philadelphie a pris 6 touchdowns aériens de plus de 50 yards cette saison et ils sont 19e contre la passe. Et en plus, vivre sur les gros jeux, c'est un peu le gagne-pain de Seattle, quoi. C'est Donc ça ça. tombe bien. C'est ça. Bah, si tu veux, si on prend un modèle qui est pas si lointain que ça, on se rappelle de la deuxième mi-temps à Miami où Ryan Fitzpatrick les avait découpés quand même. Donc face à Russell Wilson qui a quand même peu de déchets depuis le début de la saison. En effet, si les cornerbacks ont un petit peu de difficulté à couvrir Tyler Lockett, DK Metcalf et compagnie, oui, encore une fois, ça peut être joué assez rapidement. Ouais. Et est-ce que ça pourrait être un match un peu offensif? Parce que je me disais que le pass rush des Seahawks c'est un peu faiblard, Mhm. même très faiblard d'ailleurs au nombre de ça, qui sont dans le top 5 du bas de la ligue, Tout si je à ne dis fait. pas de bêtises. Ils l'ont été tout au Euh, long de la saison. Hein. oui, non, ils sont encore, je crois, 28e ou 29e. J'ai mis ça dans le papier prévu en plus et j'ai plus de chiffres en tête. Mais ils sont dans le top 5 du fond. Donc ils mettent peu de pression. Carson Wentz arrive à faire du boulot malgré des receveurs de seconde, troisième, dixième zone maintenant auquel il arrive. Mais il arrive à faire du boulot. Donc finalement, celui-là pourrait être peut-être le plus offensif du quatuor de match qu'on a. Bon, le Saints Vikings, il pourrait envoyer. Mais ça pourrait être quasiment le match avec le plus de points. Ouais. Après, il y a quand même des choses. Alors, je te rejoins. Carson Wentz, oui, en effet, arrive quand même à se débrouiller avec pas grand-chose autour de lui. On l'a encore vu, mais avec la blessure de Greg Ward du côté de New York. Hmm. Je sais pas du coup. Zach Ertz est toujours incertain, il me semble, hein, sur ce match-là. Oui, Hein. oui, 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 oui. Ouais, il est touché aux côtes, donc. Bon, on voit que Philadelphie, bon, ils arrivent à sortir. Enfin, ils arrivent à trouver des solutions, on va dire, avec le peu de bancs qu'ils ont. Mais là, c'est vrai que la marche me paraît quand même un petit peu haute. Cette équipe de Seattle, on a vu que sur des matchs quand même importants, ils étaient capables de se sublimer un peu. Et pour le coup, tu vois, je pense que Carson Wentz avait aussi l'avantage, je trouve, ces dernières semaines de pouvoir compter sur un jeu au sol assez efficace, un coup Miles Sanders ou encore Boston Scott. Ce qui m'embête un peu du côté des Eagles, c'est cette blessure par exemple de Brandon Brooks, qui change Oui. beaucoup de choses quand on sait l'impact qu'il avait, notamment sur le run block. Je pense que Seattle a quand même moyen de mettre en difficulté Philadelphie et de mettre beaucoup de pression sur Carson Wentz, donc je ne serais pas aussi enthousiaste que toi sur la faculté à marquer beaucoup de points, en tout cas du côté de Philadelphie. C'est vrai que, comme tu dis, Brooks, ça change quand même pas mal de choses. Donc, c'est compliqué. Mais tu vois, là, en faisant la liste, et surtout quand on parle de l'attaque de Philadelphie, je pense que c'est quand même parmi ces deux équipes-là, celle qui a vraiment le plus morflé en défense, pas en défense, je veux dire, sur les blessures. Ils ont quasiment plus rien, en fait, autour de Carson Wentz, quoi. Parce que Miles Sanders a mal à la cheville, donc je sais pas dans quel état il sera, même s'il est sur le terrain. Si Zach Ertz est pas là, si Brandon Brooks est pas là. Après, Boston Scott avait montré de bonnes choses, mais encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué parce que est-ce que c'est vraiment le fait de jouer les Giants qui a sublimé, parce qu'on a vu que New York était au fond du trou, ça a coûté la place au head coach d'ailleurs. Est-ce que vraiment il y a moyen d'en tirer quelque chose, on dira de nouveau face à Seattle qui a pas un run stop extraordinaire paradoxalement depuis le début de la saison non plus, un peu meilleur que le pass rush, mais c'est pas flagrant par rapport au standard habituel. Mais je pense quand même que cette équipe de Seattle, comme sur certains matchs qu'on a pu voir dans la deuxième partie de saison, il y a quand même moyen de limiter un tant soit peu cette équipe de Philadelphie à moins de 20 points. Je serais pas étonné en tout cas que ce soit le cas. Après, je pense que les deux vont désespérément essayer d'établir le jeu au sol en début de match. Philadelphie, ça va alterner du Boston Scott, du Jordan Howard, des choses comme ça. Seattle va essayer aussi parce que ça reste leur identité. C'est la 4e équipe au sol quand même de la ligue. Donc, ils vont quand même essayer d'établir ça. Mais après, si ça marche pas, et il y a des chances que ça marche pas, je pense que Seattle a l'avantage dans les airs. Donc, ça me paraît. Et puis, juste si tu me permets, Alain, c'est vrai que
C'est quand même un match assez paradoxal d'un point de vue coaching. On sait qu'on a d'un côté les Eagles où les coachs attaque et défense compris ont été énormément critiqués et où on sait pas trop comment ils vont réussir à gérer justement ce match-là et les appels de jeu qui vont être effectués, même si Jim Schwartz on sait a une certaine expérience des matchs importants. Et puis du côté de Seattle, en effet, c'est moins poussif d'un point de vue coaching que la saison passée, mais on se rappelle notamment de la prestation plus que douteuse de Brian Schottenheimer l'année dernière du côté de Dallas. Et là aussi, on n'est pas à l'abri d'un head coach qui, voyant la défense des Eagles bien résister, serait peut-être tenté de faire des appels un petit peu téléphonés et à donner le momentum à Philadelphie. Et les Eagles sont jamais aussi dangereux que quand on arrive vraiment à les mettre mentalement dedans, on va dire. Pronostic. J'y vais quand même avec Seattle. Il y a beaucoup de points qui m'inquiètent du côté de Philadelphie, notamment d'un point de vue backfield défensif. Je vais y aller sur Seattle aussi, et je rappelle au passage qu'au niveau de l'opportunisme, c'est Seattle qui a l'avantage. 32 ballons volés cette saison, ils sont à plus 12 sur les turnovers. Philadelphie n'a volé que 20 ballons et ils sont à moins 3 sur le ratio de ballons gagnés et perdus. Par contre, alors je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de points, c'est quand même deux équipes qui sont assez réputées pour éventuellement partir dans tous les sens en quatrième quart-temps, donc je te rejoins. Il peut y avoir 13-10 en milieu de quatrième quart et on termine à 60 points. Les Seattle Seahawks pour tout le monde, donc je le disais, et on passe justement au pronostic, mais en mode playoff global. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! We're gonna go work on three. 1, 2, 3, work! Les pronostics, c'est parti Grégory. Je rappelle tout d'abord le score global des pronostics la semaine dernière. Alors, je reprends 10 points pour Raphaël, Camille et moi-même, 8 pour Raoul, 9 pour toi. Au classement général, cela nous donne 162 points pour toi, tu es toujours leader. 2 points d'avance désormais sur moi-même, je remonte. Raphaël, donc je suis à 160, Raphaël est à 159, un point derrière, Raoul 156. Il est bien tombé quand même, il a 6 points derrière toi maintenant, alors qu'à un moment il avait genre 10 points d'avance sur nous tous. Quoi. La fringale. Ouais, et Camille 153, donc Camille il n'est plus qu'à 3 points de Raoul. Hein. S'il termine dernier. S'il termine dernier, c'est incroyable. Même les Falcons au Super Bowl n'auront pas fait pire. Ah ouais, là il était en tête genre jusqu'à la semaine 12 ou un truc comme ça aurait été incroyable. Donc ça c'est pour les pronos donc globaux. On continue. Alors la règle pour les playoffs, on l'a pas dit parce qu'on a donné nos pronostics, on va les rappeler. Pour les playoffs, 2 points par match. Et ce sera 2 points par match à tous les tours. On ne change pas, ce sera 2 points pour le Super Bowl, comme pour le Divisional, les conférences, le WEG. Okay. Donc, je rappelle nos pronos. Texans-Bills, on a donné tous les deux les Texans. Raoul donne aussi les Texans. J'ai le fichier Excel de la rédac sous les yeux. Raphaël et Camille n'ont pas encore rempli. Je tiens à le dire au moment où on enregistre. T'es sûr que Raphaël n'a pas rempli? Je l'ai vu. Non, il a rempli que 2 matchs. Il attendait, je crois, que tu remplisses. Ouais. Parce qu'il a donné les Titans contre les Patriots. C'est le seul qui a osé. Raoul, Grégory et moi-même, c'est Patriots. Camille n'a pas encore mis. New Orleans Saints, Vikings, tout le monde a mis les Saints. Et Eagles, Seahawks, tout le monde a mis les Seahawks, sauf Raphaël et Camille, dont on attend les pronostics. Voilà pour les pronos donc, de la semaine, je le disais. Le prono des playoffs, on a décidé de faire chacun notre petit tableau pour se donner un petit aperçu un petit peu de ce qui va se passer. On voulait en parler quand même en global puisque ce sont quand même les phases finales qui commencent dans les jours à venir. Grégory, qu'est-ce qu'on dit? C'est nous qui décidons pour tout le monde en plus parce que les autres ne sont pas là. Est-ce qu'on dit en cas d'égalité, s'il y en a un qui a le vainqueur du Super Bowl dans son bracket, bah du coup il est vainqueur? Oui, pourquoi pas, oui, allons-y. Enfin, faut bien déterminer un vainqueur, même si de toute façon le plus drôle c'est le perdant et le gage, hein, on va pas se mentir. Oui, mais, en plus. Mais oui, non, pourquoi pas, on peut. C'est vrai qu'on peut avoir un co-vainqueur, dans les faits c'est juste le gage qui compte à la fin. Mais bon, donc voilà, sur le vainqueur du Super Bowl. Je te laisse commencer ton bracket. Alors du coup, j'étais très partagé sur Houston-Buffalo, mais je vais poursuivre la logique quand même de Houston vainqueur. Donc du coup, dans la partie de tableau AFC, le fait que Houston et New England s'imposent, ça nous donnera donc des demi-finales de conférence Kansas City-New England et Baltimore-Houston. Je vois Baltimore battre Houston, comme en saison régulière. Attends. Kansas City, tu m'as dit quoi? Kansas City? Ah oui, New England? Bah ce serait Kansas City-New England, non? Si New England bat Tennessee, c'est 2 contre 3? Non. Comment ça, non? Si, c'est la plus haute, c'est moi qui ai fait une erreur dans le mien. T'as raison.
J'ai fait un Baltimore Kansas City en demi-finale de conférence. J'ai fait une cagade dans le mien, dis donc. Tu vois, j'ai bien fait de commencer alors. Donc Kansas City 2 contre New England 3 et Baltimore 1 contre Houston 4. Donc je vois Baltimore gagner contre Houston, comme je disais. Je vois quand même Kansas City réussir à s'imposer de nouveau contre New England. Et je vois un Baltimore-Kansas City en finale de conférence. Et je pense que Kansas City peut réussir à faire déjouer Lamar Jackson et à atteindre le Super Bowl. Et je peux te le dire tout de suite, on a le même bracket en fait sur l'AFC. Je vois aussi les Chiefs, on en a parlé, je l'ai teasé dans les dernières émissions, mais comme c'est mon équipe en forme du moment, je les voyais aussi jusqu'au Super Bowl. Et donc ouais, j'ai un... C'est Kansas City New England, hein, c'est ça ? Kansas City New England, ouais. Ah bah c'est encore mieux, tu vois, j'hésitais sur un Ravens Patriots, j'aurais hésité, mais du coup sur un Patriots Chiefs, je prends les Chiefs aussi, et j'avais pareil que toi, de toute façon j'avais Baltimore Houston, je prends Baltimore. Ah oui, c'est ça, on a exactement le même bracket. Ravens Chiefs en finale, Chiefs au Super Bowl. Du coup, je te donne que mon Super Bowl ou je te donne le vainqueur à l'arrivée ? Bah non, je te donne le vainqueur à l'arrivée, on donnera le vainqueur, ouais. Donc en NFC, je vais essayer d'aller vite. Donc logique, New England et Seattle qui s'imposent, ça nous donne donc San Francisco, Seattle et Green Bay, New Orleans en demi-finale de conférence. Seattle a quand même trop d'absents, je pense, pour réussir à faire tomber San Francisco. Donc je mets les Niners vainqueurs et je mets New Orleans vainqueur du côté de Green Bay. Manque d'expérience, je pense, de la part de Matt LaFleur. Ce qui nous donnerait une finale de conférence San Francisco-New Orleans. Et là encore, à l'expérience, je pense que les Saints s'imposent et affrontent donc Kansas City au Super Bowl. On a exactement le même bracket en NFC aussi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu pareil que nous de la rédaction. On s'est pas concerté, hein, je précise, je le découvre en même temps qu'on enregistre. Donc, et tout pareil. Écoute, tout pareil. Je pense que Seattle, on a déjà donné nos pronos de toute façon pour le premier tour, mais pareil, plus c'est trop dépeuplé à Seattle, donc San Francisco, et à l'expérience les Saints sur Green Bay qui sont trop poussifs, et à l'expérience les Saints sur les Niners en finale NFC. Donc, du coup, on a tous les deux un Super Bowl Chiefs Saints. Qui tu as vainqueur ? Et alors, pour bien prouver que ce n'est pas un Super Bowl fait par le cœur, je vois New Orleans vainqueur contre Kansas City. Eh ben, on inverse. J'ai les Chiefs vainqueurs. Pour aller dans la logique, je les ai donné chaud jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, là, pour le coup, c'est un peu le cœur qui parle. J'aimerais bien qu'Andy Reid ait enfin une bague. Ah, moi aussi, voilà. Mais bon, moi je te dis, hein, si les Saints perdent contre le Minnesota, je suis content aussi. je me doute. Ah, c'est une manière de te... Ouais, c'est un anti-Falcons. Non. C'est ça. Tu paries que sur les Saints pour leur porter la poisse, quoi. Ça marche bien jusque-là, non? Pas bête du tout. Non, mais ça me paraît quand même plus complet globalement de ce que je vois du reste. Kansas City, défensivement, je pense qu'il y a encore des choses... Contre l'attaque des Saints, ça me paraît encore un peu léger quand même. En fait, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas pourquoi, sur le scénario du match ou sur quelque chose, je me dis que les Chiefs peuvent passer, et du coup, je prends les Chiefs. Voilà donc pour les brackets, et j'en profite pour le préciser, vous les retrouverez tous sur le site, celui de Grégory, le mien, mais aussi ceux d'une bonne partie de la rédaction, et le mien que je vais aller m'empresser de corriger évidemment avant de publier tout ça. Ça sera publié vendredi. On passe aux meilleures cotes. Grégory, comme d'habitude, on se quitte le jeudi avec les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Je te laisse commencer avec la tienne pour ces playoffs. Mais oui, le paradoxe est de retour. Donc j'ai mis Houston, mais mon pronostic c'est Buffalo. Avec une cote de 2. Je le disais, c'est essentiellement de par la défense de Buffalo. On sait que les défenses en playoff c'est toujours quelque chose de fondamental. Tu le disais, du côté de Houston on récupère par exemple un joueur aussi important que J.J. Watt. Du côté de Buffalo il y a quand même eu une constante tout au long de cette saison, une ligne défensive qui est capable d'exposer, je pense, cette O-line des Texans qui a été quand même extrêmement irrégulière cette année. On sait que Houston a fait un match blanc la semaine dernière contre Tennessee parce que la majeure partie des titulaires étaient absents. Donc, alors du côté de Buffalo aussi on me dira, hein, mais ils ont peut-être joué un tant soit peu plus. Donc je pense quand même que cette défense a les moyens de faire déjouer les quelques armes offensives de Houston et de permettre à Buffalo de s'imposer dans un merveilleux 17-13. Et puis on rappelle, hein, tu dis paradoxe, mais là on joue la cote, hein, donc la cote des Knicks pour le coup là est plus intéressante, et quand le match est incertain, vaut mieux jouer la plus grosse cote. Les Seahawks pour moi à 1,65, je l'ai dit, je pense que c'est un peu plus complet dans les airs notamment. Ils ont la cote de favori, mais c'est une bonne cote de favori à 1,65, donc ce sera ça pour moi. La cote bonus, la troisième, c'est les Patriots qu'on a choisi pour une victoire de 7 points ou plus, on précise, ça fait monter la cote à 1,92. 7 points ou plus, c'est pile poil le 24-17 dont parlait Grégory tout à l'heure.
Donc vous le voyez, ça tombe très bien. 1,92 ce combiné, ça fait 5 € misés, 31,68 € de gagné. On le rappelle, Seattle 1,65, Bills à 2 et Patriots de 7 ou plus à 1,92. Alors le YOLO, on peut pas faire exploser les compteurs comme d'habitude parce que y a que 4 matchs. Donc ce qu'on fait et ce qu'on a fait comme les dernières années en playoff, le YOLO, c'est tous les outsiders. Donc vous avez les Bills à 2. Les Titans sont à 2,60, les Vikings sont à 3,50. C'est une grosse cote quand même pour un match de playoff, 3,50. Ouais. Et puis 1,95 pour Philadelphie. Si vous voulez parier sur tous les outsiders, ça fait un combiné à 5 € misés, 181,76 €. Si vous voulez être un peu YOLO et mettre 10 €, 363,52 € de gain potentiel. Voilà pour les cotes de cette semaine. C'est avec notre partenaire Unibet qui vous présentait justement cet épisode 335 du podcast Touchdown Actu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Unibet en passant par les liens qui sont sur le site ou sur nos réseaux sociaux. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Et n'hésitez pas à vous inscrire car vous pouvez regarder les matchs avec un compte crédité. C'est en streaming et c'est gratuit et en libre accès pour ceux qui ont un compte crédité. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre. @TDActu sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu en entier sur Instagram, @YeloRadiosa pour Greg sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve dimanche à 18h dans le fauteuil. On va garder les fauteuils à 18h le dimanche parce que on va pas se mentir, il y a un peu plus de monde que le samedi. Le samedi, des fois, les gens sortent, font des trucs, etc. Donc on va rester entre les deux. On parlera un petit peu débrief avant évidemment le débrief complet du lundi. Mais on va rester le dimanche. Merci encore Grégory, on se retrouve très bientôt et on se retrouve tous pour regarder du football américain samedi à 22h30, c'est le début des playoffs. On est impatients, bon playoff à tous, ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit